Salut à toutes et à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gars de vous retrouver quasiment je crois un peu moins de 2 semaines après la toute dernière vidéo sur la chaîne où on parlait de Mercato, d'Abdelli, d'Hendrick qui entre temps a été prêté officiellement par le Real Madrid à l'OL et donc depuis j'ai fait un petit break, il me fallait du repos. J'ai terminé 2025 un petit peu, même carrément fatigué je vous le dis et il me fallait une petite coupure pour revenir en pleine forme et c'est le cas aujourd'hui. Et à l'occasion, les gones, j'y pense, meilleurs vœux à toutes et à tous, avec tout ce que je peux pour vous espérer de plus positif possible, le bonheur, la joie, l'amour, la réussite personnelle la plus grande possible, mais surtout, très important, la santé, parce que plus le temps passe et plus le compteur avance, comme pour vous et pour moi, et plus je me dis que c'est un point qui est super important. Prenez soin de vous, de votre santé, de votre corps que vous avez entre les mains, c'est essentiel plus que jamais. Prenez soin de vous les amis, et que la santé vous accompagne tout au long de 2026. C'est parti pour donc le débrief du match entre Monaco de Pocognoli et l'OL de Fonseca, victoire 3-1, un match qui, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire, est un petit peu en deux temps, avec 45 minutes plutôt moyenne, un partout à la mi-temps, Pavel Schulz alias Thomas Müller et pas Thomas Müller pour la coupe de cheveux qu'il a, met le but pour l'OL et aussi une boulette pour nous, le but de Monaco est un but qui franchement est un peu du grand n'importe quoi et une seconde mi-temps qui est nettement plus, je dirais, qualitative d'un point de vue technique, footballistique, avec des buts, plus de jeu, plus de maîtrise et aussi il faut le dire si on est purement objectif, je pense que les monégasques qui me voient aujourd'hui en vidéo me diront pareil en commentaire, en seconde mi-temps, le match peut basculer dans l'autre sens. Si l'arbitre valide le but de Kerrer sur corner, parce qu'apparemment il y a un petit contact sur Corentin Tolisso, je pense que le match change et n'est pas tout à fait le même. Alors on aurait pu aussi revenir à 2-1, c'est vrai, mais disons que l'arbitrage aujourd'hui a été plutôt en faveur de l'OL au global, je trouve, ce qui a aussi aidé à mieux maîtriser et donc prendre 3 points hyper importants qui font que au classement aujourd'hui, l'OL donc 5e a, je crois, 2 points du top 4 en Ligue 1 et ça les amis, entre nous, c'est vraiment la très bonne nouvelle pour commencer de la meilleure des manières possibles 2026. Avant de commencer les gones, vous connaissez la musique maintenant, si vous aimez le contenu, pensez au petit pouce là maintenant, ça prend une demi-seconde et en plus c'est gratuit donc vraiment pas d'excuses, pensez aussi à commenter, à me dire vos différents avis sur le match en 2 temps de l'OL, une mi-temps moyenne, une mi-temps plutôt convaincante, pensez à me dire aussi quels sont vos différents tops et flops du match, bref j'ai hâte de vous lire, pensez enfin si vous aimez beaucoup le 11 lyonnais à vous abonner, ça me paraît évident, activer la cloche et enfin en swipant vers la gauche dans l'espace commentaire pour booster le contenu, ce qui aide beaucoup, vraiment beaucoup au référencement. Merci à toutes et à tous les amis, c'est parti pour la première mi-temps. Alors pour commencer, revenons sur la composition de l'OL pour ce match contre Monaco, ce choc contre l'ASM, un match extrêmement important entre deux équipes qui visent à peu près les mêmes places en Ligue 1. Le top 4 pour Monaco c'est sûr, pour nous, voilà, le top 6 on va dire. Et donc un OL qui avait une compo un petit peu étonnante, qui a posé pas mal de questions durant l'avant-match. Certains médias ont annoncé une compo un peu comme celle-ci que je mets à l'écran maintenant, mais qui n'est pas la bonne du tout dans l'animation de Fonseca. Une compo qui, selon eux, était en 3-4-1-2, sauf qu'on n'a pas du tout vu ça. beIN Sport a été surpris aussi par les choix de Fonseca, qui décidément a joué la carte un petit peu le coup tactique imprévu du coach portugais. En fait, on était plutôt sur un 4-2-3-1 plutôt classique, sans ballon, avec donc à droite Maitland-Niles, dans l'axe, Mata, Kluivert, à gauche, Tagliafico. Mais la vraie surprise du chef Fonseca, c'est le pivot double Morton plus, écoutez bien, c'est vraiment un truc inédit. À ses côtés, un certain Abner Vinicius, qui, oui, sans ballon, était le second numéro 6 qui venait épauler. Donc Morton, j'en parlerai juste après. J'ai un petit peu j'ai mon idée sur le pourquoi tactique d'un tel choix de Fonseca, j'en parlerai après. Et donc devant, Kalis Mera, Pavel Schulz qui fait un bon match, encore une fois bon match, lui qui met un doublé, le Thomas Müller de l'Olympique lyonnais, et donc Afonso Moreira. Alors pour faire simple, l'histoire de la première mi-temps, qu'est-ce que l'on peut dire ? On a vu, je pense, un OL et un Monaco qui, globalement, techniquement, ont pas mal déçu.
On n'a pas vu une grande mi-temps, vraiment. C'était un match qui commence très tranquillement, avec deux équipes qui multiplient les pertes de ballon, beaucoup de déchets techniques. C'était pas très propre, on va dire. Et pourtant, il y avait quelques bons joueurs. Akliouche, Golovin, côté OL, Tolisso, Kalismera, Morton. Bref, il y avait du matos, mais le rendu n'est pas foufou, quoi. Et il faut quasiment attendre pour l'OL, dans mon souvenir, la 28e, je crois, avec une très belle action. C'était l'une des premières avec une belle projection de Maitland-Niles qui avance. Décalage à gauche vers Moreira, frappe un petit peu topée, écrasée, parade du gardien monégasque. Mais voilà, il faut attendre quasiment une demi-heure de jeu pour voir vraiment enfin une séquence bien construite, bien pensée, alors que juste avant, c'était un petit peu peau de chagrin, quoi. Un rendu technique assez pauvre, et je dirais même que si on va au bout de la logique, je pense que le milieu de terrain de Monaco, en plus vraiment décimé, sans Lamine Camara, sans Zakaria, sans Pogba qui pour le coup, lui, je pense, aura beaucoup de mal à revenir au plus haut niveau, sans Minamino qui est blessé gravement, Monaco qui, dans le cœur du jeu, a plutôt, je dirais, un tout petit peu, on va dire, dominé l'OL dans ce registre-là. Donc un rendu qui est moyen, assez moyen, mais ce qui est super intéressant, c'est que l'OL parvient à mettre assez vite, malgré tout, le 1-0 sur un corner, et là une déviation, et qui surgit tel un Thomas Müller au second poteau, Pavel Schulz alias Thomas, non pas Müller, mais Thomas Mulet, coupe Mulet. C'est vraiment Thomas Müller, ce profil, les amis, qui est tellement atypique. J'en parle depuis maintenant, depuis qu'il a signé chez nous. Je l'ai scruté à l'époque quand il signe à l'OL. J'ai vu de lui des matchs avec la Tchéquie, avec Pilsen. C'est vraiment un profil que le football européen de très haut niveau produit, mais de façon rare, épisodique. Des Pavel Schulz, des Thomas Müller, on en voit un pour, 1%. 1 pour 50, je sais pas, 1%, c'est extrêmement rare. C'est quelqu'un qui, en fait, n'est pas un numéro 10, c'est pas un numéro 9, il est entre les deux, quoi. Il est pas le plus élégant, encore que, techniquement, il y a quelques petits trucs qui m'ont plu, notamment en seconde mi-temps, mais c'est pas un profil de 10 pur, c'est pas Zidane, c'est pas un Platini, c'est pas un Gourcuff, c'est pas un mec qui est très très soyeux, c'est pas flamboyant, mais alors le QI foot, les amis, ce gars-là, il est tellement intelligent, il est tout le temps dans les bons coups, ça porte un nom, c'est le flair, l'instinct du joueur qui sent les bons coups. À chaque fois que l'OL a une situation, une micro-situation, où il y a un tout petit espace qu'il faut exploiter, il est systématiquement là. C'est un truc de fou. Pavel Schulz, c'est vraiment quelqu'un qui a un QI foot, mais nettement au-dessus de la moyenne. Pour moi, c'est sa qualité numéro 1. Si on me dit, Mika, résume Pavel Schulz en 3 mots, je dirais le flair, je dirais le sens du but, mais surtout, number one, je dirais le QI foot. Parce que, en fait, je pense que ce gars-là, il a conscience qu'il n'a pas les qualités d'un CR7, il n'est pas puissant, il n'est pas rapide, il n'est pas ultra technique, c'est vrai, mais par contre, il a là-dedans, il a un QI foot qui est tellement développé qu'il sent les bons coups, et en fait, il se dit, ok, je ne suis pas le plus costaud, le plus rapide, le plus fort, mais par contre, je vois les choses, je sens les coups avant les autres. Et cette qualité-là, elle est tellement importante. Le but qu'il met, les amis, c'est un but, mais 100% Pavel Schulz, quoi. Des buts comme ça, j'en ai déjà au moins 3 ou 4 en tête. Contre l'OM, rappelez-vous ce but contre l'OM qu'il met au Parc OL, c'est exactement ça. Il sent les bons coups, et alors les buts qu'il met du genou, de la poitrine, de la cuisse, c'est tellement lui, quoi. Il sent les coups, il sent le foot. Donc c'est pas un joueur brillant, c'est pas un numéro 10, c'est pas un numéro 9, mais c'est vraiment le gars qui est présent, qui a le flair, qui a l'instinct du mec qui va se tâter. Et je prends le pari avec vous, je pense qu'il finira l'année sportive avec 20 buts. J'en suis intimement convaincu. C'est un mec qui fera 20 buts et peut-être 10 passes D. Parce que vraiment, il est omniprésent. Et plus il se rapproche des cages adverses, plus il devient, en fait, un joueur différent, quoi. C'est toute l'énigme, le paradoxe de Pavel Schulz. Un joueur pas flamboyant, mais un joueur diaboliquement intelligent. Un joueur atypique, vraiment comme le foot européen en fait très très peu aujourd'hui, un profil atypique de 9,5 quoi. Alors à 1-0, je pense qu'on s'est tous dit que l'OL avait fait le plus difficile. Eh ben non, parce que l'OL reste l'OL, avec ses vilains, très très vilains défauts, et l'OL prend le 1 partout, dans la foulée sur un but qui moi
ça m'a gonflé, quoi. C'est vraiment un but stupide, parce qu'il n'y a pas de grand danger, tu mènes 1-0, tranquille, tu tiens le match par le bon bout après une mi-temps qui était globalement moyenne techniquement, mais tu mets le 1-0, quoi. Tu mets ce but qui fait du bien, et là, c'est le moment, le fameux trou d'air. Ce fameux foutu moment de déconnexion mentale qui est lassant. Moi, ça me fatigue parce que, c'est à la mi-temps, ça doit faire 1-0. On doit se dire super, l'OL a fait une mi-temps moyenne, mais on mène 1-0. Non. Non, parce que à la 45e plus 4, tu prends un but qui est vraiment... honnêtement, les gars, vous me direz en commentaire, mais c'est un but qui est du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. On se fait percer dans l'axe, avec en plus, je crois, une série de fautes sur Morton, qui se fait tirer le maillot. Mata, pareil, il se fait tirer le maillot. Alors Mata, oui, parlons-en un petit peu. Il fait un match très compliqué, Mata. Vraiment très compliqué. Est-ce qu'il y a un effet de fatigue avec la CAN, les allers-retours en Afrique, au Maroc? C'est possible, moi je sais pas. Mais son match, franchement, c'est waouh, très 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 compliqué. Dans son duel avec Balogun, Mata a été mis en très très grande difficulté, et sur le 1 partout, c'est ça. En fait, il pense gérer le 1 contre 1, sauf que Balogun, il a des cannes, il est très puissant. Clinton Mata tombe, il veut se relever, il perd le ballon, Balogun aussi, mais Koulibaly a suivi, Graves sort très bizarrement. Graves fait un truc que je n'arrive pas à comprendre. Il sort très loin de ses cages, alors que je pense qu'on pouvait peut-être un peu mieux gérer la fin de l'action. Il y avait la place, il y avait le temps encore pour mieux faire les choses, quoi. Graves sort très très haut, il se trouve totalement, il fait n'importe quoi, frappe toute molle, but, quoi. C'est un but de merde. C'est vraiment un but de merde, et sur l'action, je pense qu'il y a non pas un, mais 2, voire 3 fautifs, parmi lesquels Mata, évidemment, qui perd le duel défensif, qui est en grande difficulté physiquement à la course, alors que logiquement c'est le gros point fort de Mata, qui gère plutôt bien dans son dos l'espace à la course. Là il a été mangé, et le second fautif pour moi c'est Graves qui sort pas à propos, qui se trouve. Et à ce sujet-là, justement, j'avais dit en vidéo quand Graves a signé chez nous, j'avais vu quelques matchs de lui à Majorque, et j'avais dit que pour moi, c'était le terme que j'avais employé, qu'il était un gardien non pas protagoniste, mais un gardien conservateur. Je maintiens, c'est vraiment un gardien conservateur. C'est quelqu'un qui, dans ses cages, est fort, parce qu'il est grand envergure, très bon réflexe, mais alors quand il faut gérer devant lui l'espace, quand il faut anticiper et être presque le libéraux à la Neuer, il est en grande galère, quoi. Je me rappelle d'un match de Graves que j'ai vu en replay durant l'été quand il signe chez nous, un match entre Majorque, son club de l'époque, et l'Atlético Madrid de Simeone en Copa del Rey. Et dans ce match-là, il s'était mangé un lob de 25 mètres de Griezmann, parce qu'en fait, il a voulu sortir, anticiper, mais il est tellement pas à l'aise pour jouer comme libéraux, gardien libéraux, qu'il se trouve. Sorti à contre-temps, le but est grand ouvert, petit lob et c'est fini, quoi. Et vraiment, ça c'est le gros défaut de Graves. Parfois, dans la lecture du jeu, pour jouer plus haut, être plus proactif, il est en grande galère. Alors en seconde mi-temps, l'OL revient avec de bien meilleures intentions. J'ai apprécié ce qu'a fait au global l'OL sur les 45 minutes suivantes, avec beaucoup plus d'intensité, de maîtrise technique. C'était mieux, plus propre, moins de déchets, et on le sent. Moi, je me suis fait la remarque au bout de quelques instants en seconde mi-temps. Je me suis dit, voilà, on voit un OL qui propose du contenu plus dense. Voilà, ça c'est l'OL qui veut techniquement imposer un vrai rapport de force. Alors c'est pas parfait, c'est vrai, il y a plein de points qu'il faut corriger, améliorer, on peut encore faire mieux techniquement, c'est sûr. Mais on a vu un OL qui a voulu imprimer quelque chose en seconde mi-temps. Même s'il faut le dire, en début de seconde mi-temps, le match peut aussi basculer du mauvais côté, parce que Monaco met le 2-1, sur corner, tête de Kerrer, but. Et là, c'est l'instant qui fera polémique auprès de mes amis monégasques. Est-ce qu'il y a faute ou pas sur Tolisso ? Moi, je pense que non. Ça me paraît tellement léger. Honnêtement, les amis, si je suis très franc avec vous, au vu des images, le but de Monaco, moi, je l'aurais accordé. Je pense que Tolisso joue très très bien le coup, parce que franchement, le duel, il y a rien, quoi. Il y a pas de faute, il y a pas de poussette. C'est tellement léger. Donc, côté monégasque, je peux comprendre la frustration. Elle est légitime, elle est logique.
le Monaco aurait dû mener 2-1. Je le pense vraiment. Mais c'est comme ça. L'arbitrage est pour nous aujourd'hui. Et ça a été le tournant du match. Parce qu'à 2-1 pour Monaco, je pense que l'histoire change radicalement. Le 2-1, pour moi, il est logique. Il est logique, même si l'arbitrage fait que ça passe, ça tourne dans le bon sens pour nous. Mais ça reste malgré tout logique. Et après, là c'est l'instant boucherie. Après l'instant Pavel Schulz, l'instant boucherie côté Monaco, ce geste totalement hallucinant, quoi. C'est une prise de catch, c'est du MMA, c'est pas du foot. Le pied qui arrive là, au niveau de la clavicule ou le plexus de Tagliafico, le pied extrêmement haut, dangereux. C'est un geste totalement fou, inconsidéré, non maîtrisé. Moi qui m'a rappelé ce pied haut, crampon en avant du boucher Nigel de Jong en 2010. Rappelez-vous les Gones contre l'Espagne en Coupe du Monde. C'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Un pied haut comme ça, au niveau du plexus cage thoracique, ça peut être mortel, hein. C'est tellement dangereux. Donc rouge mérité pour le boucher et Koulibaly qui sort. C'est l'homme du match, hein. Pour Monaco, c'est l'homme du match à bien des égards. Mais voilà, c'est là où le match tourne, je dirais, définitivement pour l'OL. On est à 11 contre 10, on mène 2-1, et là, logiquement, un OL sérieux doit plier le match, et l'OL se montre sérieux, et l'OL va plier naturellement, logiquement, le match. À la 79e minute de jeu, donc but d'Abner qui vient mettre un KO technique à Monaco, 3-1 pour l'OL, le match est plié. But du droit, but pour Abner qui state encore et encore. Qu'est-ce qu'il marque, hein. Entre les passes D et les buts, Abner, c'est quand même pas mal du tout, faut le dire aussi. Une action qui est belle, bien menée, bien construite, Tagliafico qui déborde à gauche, feinte de centré, il passe sur le droit, centre en retrait, Abner est là, frappe du droit, but. Vraiment une belle action qui montre que l'OL a su tuer le match. À 2-1, à 11 contre 10, on a pris le ballon, on l'a plus ou moins confisqué, et sur l'ensemble du match, c'est là aussi plus que mérité. On est donc à côté OL, voici à l'écran les différentes stats importantes. On est à 1,43 XG, Monaco est à 0,7, donc l'OL mérite amplement la victoire du match aujourd'hui contre Monaco. On est à 2 grosses occasions, Monaco une seule, 13 tirs pour l'OL, 6 pour Monaco. Voilà, c'est mérité, 3 points qui sont non seulement mérités, mais également logiques, et qui font que l'OL, à l'instant T où je vous parle, donc samedi soir 20h37, l'OL est 5e de Ligue 1, avec donc 9 victoires, 3 matchs nuls et 5 défaites, donc 30 points. Et l'OL, avant les matchs de demain pour Lille, Marseille et Paris, l'OL est donc à 2 points du top 4 en Ligue 1. Ça, les amis, c'est la très très bonne nouvelle du week-end. L'OL fait le très bon coup. Il fallait battre Monaco pour suivre la cadence du top 4 en Ligue 1. L'OL l'a fait. L'OL bat un concurrent direct pour les places européennes. Et l'OL peut croire en ses chances. Voilà, pour moi, c'est un match qui doit logiquement, les amis, donner confiance au staff, au club et surtout aux joueurs. Quand tu vois ce que l'on fait à Monaco dans un 4-2-4-0 sans numéro 9, avec l'animation qui, logiquement, doit maximiser le cœur du jeu, le carré, avec Pavel Schulz, Tolisso, Mera, Morton et ainsi de suite, ce match-là montre que l'OL a des moyens pour peut-être titiller le haut de la Ligue 1. Et si en plus de ça, tu parviens à capitaliser avec un mercato ambitieux, Hendrick pour commencer. Si en plus tu prends, dans le cœur du jeu, un profil comme Abdelli, techniquement au-dessus. Si en plus tu prends, et là c'est un vœu pieux que je formule, si tu prends sur les côtés, notamment à droite, quelqu'un qui pourra apporter de la percussion, dynamisme fort dans le 1 contre 1, je pense que tu peux avoir un OL armé, vraiment, je le pense vraiment, pour faire top 4. C'est pas impossible, c'est pas injouable. Lille, c'est pas imprenable. Marseille, il y a la LDC à jouer, il y a la Ligue 1, même si c'est un effectif qui est conséquent en France, c'est pas injouable. Est-ce que Lens pourra maintenir la cadence en Ligue 1 ? Peut-être. Paris, oui, c'est injouable, c'est pour moi largement au-dessus, et l'issue de la Ligue 1 ne dépend que d'eux tout en haut. Mais voilà, l'OL peut prétendre, je pense, à faire top 4. Alors pour commencer, mon flop du match, c'est assez vite trouvé les amis, je dirais Clinton Mata qui fait un match compliqué. Mata, je l'ai rarement vu autant en difficulté physiquement, alors est-ce qu'il était éprouvé physiquement ?
À 100%, j'en sais rien. Je ne suis pas dans le staff en interne, mais je trouve que physiquement, il était sacrément emprunté. Et en face de lui, il avait un client qui, lui, physiquement était au point Balogun, percutant, dynamique, rapide, puissant sur les jambes. Donc forcément, l'Angolais, il a un petit peu souffert. Donc Mata, c'est mon flop du match. J'aurais pu dire pas loin non plus derrière lui Graif, qui fait un match sur le but du 1 partout, mais il me paraît un petit peu suspect, pas hyper inspiré. Mais voilà, je resterai quand même sur Mata qui fait un match vraiment mauvais. Et en termes de notes, je pense qu'il est celui qui a la moins bonne aujourd'hui côté Olympique lyonnais. Maintenant, au niveau des tops du match. Alors, les tops du match, les amis, il y en a plusieurs. Moi, j'ai aimé le match de Ruben Kluivert qui a été solide, fort de 1 contre 1, puissant, bon à la course, bon à la relance. Franchement, il fait un match qui est propre. Il avait fait un match, rappelez-vous les gars, de grande qualité contre le PSG à la maison. Il avait su cadenasser Kvaratskhelia. Et aujourd'hui, contre Monaco, dans un rôle différent de central axe gauche, il a été encore une fois très très costaud, vraiment. C'est quelqu'un qui a des qualités physiques de très haut niveau. Il est puissant, il est rapide, il est véloce, il est fort dans le 1 contre 1. S'il parvient à devenir un tout petit peu plus calculateur, malicieux, malin, vicieux, il y a un profil brut qu'il faut polir pour devenir un vrai bon central. Je pense qu'il peut le faire. J'ai apprécié aussi ce qu'a fait Morton, parce qu'il est dans le cœur du jeu, l'élément qui est là, techniquement. Tout ce qu'il fait, c'est propre. Moi, sa seconde mi-temps, elle est de très grande qualité. Il prend les ballons, il les ressort bien, c'est propre, c'est clean, c'est des passes qui sont nickel, c'est bien donné. En fait, il te prend les ballons, il les passe à la serviette, hop, il te les rend, c'est propre, c'est nickel. Joué. Voilà, ça c'est Morton, c'est un joueur qui est propre, qui est sûr, et évidemment mon podium des tops se conclut par Pavel Schulz qui fait un match tellement intéressant, quoi. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans l'effort, dans les courses, la générosité, il est disponible, il fait tout à 150%. Pavel Schulz, c'est le gars qui combine intensité, générosité, efficacité. C'est pas flamboyant, c'est pas hyper funky, c'est pas hyper sexy, mais qu'est-ce que c'est efficace, quoi. Et dans l'intérêt du collectif, moi j'adore les joueurs qui pensent avant tout au collectif et qui vont bonifier l'équipe, parce qu'ils ont le petit truc en plus, l'intelligence tactique, le bon mouvement, déplacement les uns par rapport aux autres. Lui, là, il sent les coups, il est généreux. C'est quelqu'un qui est vraiment, il est hyper atypique, quoi. Vraiment, quel joueur intriguant, Pavel Schulz. Bref, voilà en gros, les gars, tout ce que je voulais vous dire. Victoire de l'OL, 3-1, au terme d'un match qui, en 2 temps, montre 2 visages de l'OL. Une équipe qui produit une copie moyenne, puis, en seconde mi-temps, un visage plus convaincant. Victoire méritée, l'OL est 5e à 2 points du top 4 en Ligue 1, ce qui est la bonne nouvelle pour commencer de la meilleure des manières possibles l'année 2026. Sur ce, les gars, portez-vous bien, ciao ciao, et allez l'OL plus que jamais. À bientôt.